Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, les dialogues et après, pour surtout comprendre comment comptons-nous ou pensons-nous pouvoir faire pour la mise en œuvre effective des différentes résolutions issues du dialogue national inclusif. Mesdames, Messieurs, pour en parler, ce soir, nous sommes avec le docteur Abouakar Sidik Fomba, président du parti ADPM, Alliance démocratique du peuple malien. Docteur Fomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Notre second invité est M. Cheikhoumar Diallo, président du mouvement des jeunes du parti ADP Maliba, Alliance démocratique pour la paix. Monsieur Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes aussi en compagnie de M. Amidou Doumbia, secrétaire à la communication adjoint du parti ILMA. Monsieur Doumbia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci. Et enfin, notre quatrième invité est M. Abdraman Diallo, secrétaire à la communication du PACP, Parti pour l'action civique et patriotique. Monsieur Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et nous vous rappelons, mesdames, messieurs, que notre association invitée ce soir est l'Association des jeunes pour l'espoir de demain, AJED. Et une fois de plus, mesdames, messieurs, toutes nos excuses pour ces retards indépendants de notre volonté. Comme on le dit dans notre jargon, l'homme propose souvent, la technique dispose. Alors, monsieur Diallo, Oui. alors dites-nous, alors que pensez-vous alors de façon générale de ce dialogue-là? Qu'est-ce que vous retenez? Ben écoutez, vous savez, de très longue date, notre parti avait souhaité que le dialogue national se tienne en République du Mali, partant du constat que la crise que nous connaissons est une crise extrêmement profonde qui touche à tous les fondements de notre pays, aussi bien sur le plan institutionnel que sécuritaire, que politique, que social. Et à ce titre-là, depuis le sortir de l'élection présidentielle, le président d'honneur Alou Diallo avait appelé à ce qu'un dialogue s'instaure et que les Maliens se parlent. Ce dialogue a pris du temps à prendre forme, malheureusement, parce que nous aurions souhaité qu'il se tienne le plus tôt possible, mais mieux vaut tard que jamais. Lors de la préparation du dialogue national, c'est vrai qu'à l'élaboration des termes de référence, nous étions venus avec un certain nombre d'observations sur le projet de termes de référence qui nous avait été communiqué et beaucoup des observations que nous avions faites avaient été prises en compte. Au demeurant, il y a quelques points sur lesquels effectivement il y a eu des points d'achoppement qui nous ont rendus un peu sceptiques sur le dialogue lui-même, mais malgré tout, nous avons considéré qu'il fallait répondre à cet appel et aller sur le terrain du débat, de l'échange. Je crois qu'aujourd'hui, le constat partagé par beaucoup de nos compatriotes, c'est que ce dialogue a permis vraiment de libérer les frustrations qu'il y avait entre les Maliens, de faire en sorte que les gens se parlent, s'écoutent, se comprennent aussi et sortent avec une vision partagée de ce qui doit nous permettre de sortir de la crise actuelle. Mais est-ce que vous pensez que les Maliens se sont parlé sincèrement? Ah oui, ça je peux vous le dire, pour avoir été l'un des délégués de l'ADP Maliba, que le dialogue a été sans aucun tabou, que le dialogue a été extrêmement franc et que chacun a pu prendre la parole pour dire ce qu'il avait sur le cœur et pour porter non seulement les positions de leur organisation, qu'elles soient politiques ou de la société civile, mais aussi pour porter leur propre position également. Parce que les gens avaient beaucoup à dire. Beaucoup. Et ceux qui ont participé aux échanges, au dialogue, alors vous pensez qu'ils en avaient vraiment besoin? Ah mais bien sûr, c'était indispensable. Vous savez, on était, et je crois que ce n'est pas la fin du dialogue qui a levé tout cela, mais on était dans un climat de suspicion, de méfiance l'un envers l'autre qui fait que la perspective de ce dialogue-là devait permettre de lever un certain nombre de ces suspicions que les Maliens avaient l'un à l'égard de l'autre ou à l'endroit de l'autre. À travers ce dialogue-là, c'est évident que
Moi-même, lors de la tenue du dialogue, je suis, on va dire, venu un peu nonchalamment dans les premiers jours, dans le premier jour. Mais dès que j'ai pris le train de ce dialogue en marche, je crois que véritablement tout le monde s'est plongé dedans à 100%, s'est donné à fond. Les gens venaient commencer les travaux à 8 heures, on sortait de là-bas des fois jusqu'à 23 heures, dans une ambiance qui était une ambiance de franche discussion, sans aucune volonté, bien sûr, d'être dans des postures de personnes ou des postures partisanes. Ce sont des Maliens réellement qui se sont retrouvés là-bas. Ils représentaient certes des organisations, mais ce qu'on retient de ce dialogue-là, c'est que les Maliens se sont véritablement parlé pour exprimer leur point de vue sur la sortie de crise. Une image forte, une scène, un propos, quelque chose de particulier qui vous a particulièrement marqué lors de ce dialogue? Vous savez, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la capacité, quand on veut aller à l'essentiel, de pouvoir se donner la main. Nous qui étions des délégués, on va dire, relativement jeunes, nous avons su, dès les premiers jours, nous donner la main. Et ça, il s'agissait non seulement de représentants qui étaient jeunes, qui venaient de partis politiques de la majorité, de l'opposition, de ceux qui se considèrent non alignés, de structures de la société civile, et les jeunes des groupes armés également ont rejoint cette initiative collective qui nous a permis de porter haut et fort un certain nombre de grandes avancées que nous considérons comme étant au bénéfice de la jeunesse. Mais il y a également eu cette participation remarquable aussi qu'il faut noter de la part de certains groupes armés qui ont été notés dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux qui ont marqué cela. Et aussi, je dirais, le dernier point qui a été un point marquant, c'est l'extrême humilité des membres de ce triumvirat qui a organisé le dialogue national. Je crois qu'ils ont su faire preuve d'une très grande hauteur d'esprit pour encaisser beaucoup de choses qui nous ont permis de sortir de ce dialogue sans s'être entre-déchirés et en se disant que nous avons réussi à faire quelque chose qui peut être utile pour le Mali. D'accord, merci M. Diallo. Et vous, M. Doumbia, quelles sont vos impressions générales? D'abord, il faut noter que le dialogue a été demandé par les Maliens de toutes les sensibilités, opposition, majorité, groupes armés, partis non alignés. Tous les Maliens demandaient ce dialogue parce qu'on pensait justement que ce dialogue allait être une opportunité de venir au chevet du Mali, un Mali qui est malade depuis très longtemps. Le dialogue m'a marqué surtout parce que les Maliens se sont parlé. Nous avons montré aux yeux du monde que malgré nos divergences, malgré nos différences, nous sommes capables, à un moment donné, de nous mettre ensemble, de parler des problèmes de notre pays sans interférence extérieure. Ça prouve extrêmement la maturité de notre peuple. C'est un point important à souligner. Le dialogue a abouti aussi à des résolutions. Quand on les examine en réalité, on se rend compte que les Maliens ont parlé en toute sincérité. Parce que ce qui se rencontre dans les rues, ce qui se raconte par le Malien lambda, très souvent est ressorti dans les résolutions de ce dialogue-là. Il faut aussi signaler, il y a des moments où on ne pouvait pas nous attendre à ce que des Maliens se retrouvent avec des groupes armés, échanger, prendre des photos, sourire ensemble. Ça montre en réalité qu'il faut toujours passer par le dialogue pour s'entendre. On ne peut pas être en dehors du dialogue pour dire ce que l'on veut, mais il faut venir pour dire et comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi quand on est à l'extérieur, on peut faire des suspicions, mais il fallait tenter. Nous, au niveau du parti Élément, nous avons toujours demandé à ce que les Maliens se rassemblent. Nous avons toujours demandé à ce que les Maliens s'entendent. Nous avons toujours demandé à ce que les partis proposent. Justement, le dialogue national était une tribune pour des partis qui avaient des idées de venir proposer leurs solutions. C'était une tribune pour des Maliens qui avaient le souci du Mali,
qui était conscient qu'effectivement notre président de la République a des difficultés à sortir le pays de la crise et que cette tribune nous offrait l'opportunité de l'aider, de l'assister à sortir notre pays pour que d'ici quelques années, on puisse parler du Mali qui existe parce que notre pays est aujourd'hui menacé. Donc, que cette occasion soit pour les Maliens de se parler franchement, de parler des propositions de solutions et de donner des chronogrammes pour l'application de ces solutions, c'est une avancée. Mais ce n'est qu'une partie. Le plus important reste l'application de ce qui a été dit par l'essentiel des Maliens. Parce que même ceux qui n'étaient pas présents ont aujourd'hui leur part dans les résolutions. Il y a des points qu'ils demandaient qui ressortent très clairement dans les résolutions. Et quelque chose qui vous a particulièrement marqué, un fait même anodin? Moi, j'ai été surtout marqué lors du dernier jour. J'ai eu les larmes aux yeux quand le Premier ministre Ousmane Youssoufy Maïga s'adressait au président de la République. Il lui disait que ça faisait très longtemps. Il a occupé tous les postes au Mali et qu'il n'avait jamais été fatigué par un poste que ce n'était cela. Donc cela montre que les uns et les autres se sont impliqués à 100%. Ils ont donné toute leur énergie. Et il conclut en appelant le président de la République à la sagesse, en disant au président de la République que les uns et les autres sont venus 2 semaines et qu'ils n'avaient pas le droit de ne pas appliquer les résolutions de ce que les Maliens ont dit. Il a demandé au président de la République que le peuple l'observe et que la mise en œuvre de ces recommandations va aujourd'hui pour le bonheur du Mali. Ça, j'ai vraiment aimé parce que un vieux qui s'est autant donné pour le Mali, on sentait la sincérité, on sentait le souci du Mali. Ça, c'est un élément qui m'a beaucoup touché. Un autre élément, c'était de voir personnellement en 2012-2013, je ne me sentais pas capable de m'asseoir à côté des acteurs qui prônaient la division de notre pays. C'était quand je les observais sur les chaînes étrangères, je ne me sentais pas capable de m'asseoir. Mais aujourd'hui, j'ai pu comprendre que le dialogue m'a donné cette occasion de les regarder en face, de se parler malgré nos différences pour qu'ensemble, on puisse aider notre pays parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent aujourd'hui l'intégrité de notre pays et ils reconnaissent le Mali dans son caractère un et indivisible. C'est pourquoi justement, ils sont venus au niveau de ce dialogue qui est aujourd'hui une occasion pour tous les Maliens de parler du Mali, de sortir le Mali de la crise. Donc, moi particulièrement, j'ai été marqué par la sincérité des différents acteurs à se dire les vérités et sortir avec des résolutions claires et nettes et précises. Merci, M. Doumbia. M. Diallo, alors pour vous, c'est le même avis, un dialogue franc et sincère intermalien? Merci beaucoup, Dissa. Comme l'a rappelé Diallo et Amidou, si ce dialogue-là n'avait pas été, il aurait fallu l'inventer. Et tout le monde est d'accord qu'il fallait qu'on dialogue. Et ce, depuis 2012. Moi, je me souviens, lorsqu'il y a eu les événements malheureux de 2012, il y a une frange importante de la classe politique, de la société civile malienne qui avait demandé ce dialogue-là. Moi, il y a une image forte qui me marque, c'est de 2012, quand j'ai vu toute l'intelligence malienne, tout ce que le Mali comportait de forces vives, se déplacer pour aller à Ouagadougou. Ça, je n'ai pas compris. Le Mali, pays de dialogue, le Mali, pays de grands empires, le Mali, pays de grands hommes. On a été obligé, lorsqu'il y a eu cette crise-là, on n'a pas été capable de se parler, on a été chez le voisin, on a été chez d'autres. On a bradé ce jour-là notre souveraineté. Et depuis 2012 jusqu'à maintenant, nous avons vécu, cela a été le départ de beaucoup de choses qui nous ont échappé, beaucoup de situations malheureuses. On sait dire que ce dialogue a été demandé depuis longtemps. Et c'était nécessaire d'autant plus qu'il y a eu une crise terrible de confiance entre différents acteurs. La classe politique malienne qui était sortie au lendemain des événements de mars 91, des événements de 92 jusqu'en 2012. Généralement, dans une génération, lorsqu'il y a de ces événements, ça peut prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais 25 ans, 30 ans plus tard, c'était un constat d'échec. Et je pense que c'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait qu'ils ont eu peur d'aller à ce dialogue-là, parce que les gens ont cru que ça allait être une sorte de tribunal populaire. Mais si on l'avait fait en ce moment-là, ça aurait été plus judicieux. Mais quand cela ne tienne, mieux vaut tard que jamais, comme l'a rappelé Diallo.
Pour avoir participé aussi à la conférence d'entente nationale, j'ai pu dire que ce dialogue-là auquel on vient de sortir, ce n'était pas la même chose. Ça, c'était d'une intensité différente. Et au-delà de tout ce qui a été dit, ce n'était pas une occasion pour régler tous les problèmes du Mali. Ça, on en était conscient. Mais Hamidou aime dire ce terme-là, c'était l'occasion pour nous d'avoir un minimum de consensus autour du Mali. Et il y a une crise sociale, politique, confiance, sécuritaire. À un moment donné, les acteurs ne se parlaient plus. Il y a eu différentes troupes et on a remarqué qu'à chaque fois dans ce pays, quand les acteurs politiques ne s'entendent pas, cela impacte sur tout le reste de la société malienne. Sauf que les acteurs politiques ne sont pas les seuls habitants du Mali. Pendant longtemps, l'architecture institutionnelle du pays est faite de telle sorte que c'est eux qui ont à la main les leviers. Et quand le pays est tombé, c'était important d'élargir. C'est pourquoi dès le début, le PACP, notre parti, a demandé à ce que ce dialogue-là soit le plus inclusif possible. D'aucuns avaient demandé que ce soit un dialogue politique inclusif. On a dit qu'il faut sortir de ce énième débat politique partisan entre acteurs politiques. Donc c'était important que cela soit un débat intermalien, d'où le caractère inclusif de la chose. Une autre spécificité de ce dialogue, c'était le fait que toutes les sensibilités étaient représentées dans ce dialogue-là. Le fait que toutes les légitimités étaient représentées dans ce dialogue-là. Quand vous regardez les participants à ce dialogue, il y a eu beaucoup de dialogues dans beaucoup de pays africains. La particularité de ce dialogue au Mali, c'est qu'il a été inclusif depuis sa conception. Depuis que le président de la République a nommé le triumvirat et le président du comité d'organisation, il a été demandé à tous les partis politiques d'envoyer ce qu'ils comprenaient par rapport à ce dialogue. Il a été demandé à tout le monde de proposer un format et un schéma du dialogue. Ils ne se sont pas arrêtés à ça. Le triumvirat est allé vers les gens. On a écouté les gens. On a écrit les thèmes de référence ensemble. Le comité d'organisation, aussi bien que le triumvirat, a élargi. Ils ont élargi les structures à tous les parties prenantes à ce dialogue. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés depuis même la rédaction des thèmes de référence. Cela aussi a été un moment fort. On a écrit les thèmes de référence ensemble. Cela était incompréhensible qu'on ne soit pas ensemble lors de la phase finale. Et un fait marquant? Un fait marquant, beaucoup de faits marquants, les uns et les autres en ont parlé. Mais s'il y a un fait qui m'a le plus touché, c'est l'humilité. Et chacun à notre niveau, on croit qu'on a le remède du Mali. Chacun à notre niveau, on croit qu'on a le meilleur diagnostic du Mali. Mais c'était important d'écouter aussi la voix des autres. Moi, vous savez, je suis d'un parti politique. Mais il faut reconnaître que les partis politiques, le bébé est tombé dans leurs mains. Donc à un moment donné, il faut être humble, il faut demander les autres composantes de la société civile. Et cela a été d'autant plus important. J'ai vu, par exemple, j'ai été ému par les préoccupations de ces personnes en situation de handicap qui sont venues avec des cris de cœur. Chacun a eu l'occasion d'apporter son diagnostic, sa pièce, ses propositions du Mali. Une autre image qui m'a frappé, c'est l'image de l'ancien président de la République, Amadou Toumani Touré, lors de la cérémonie de clôture. L'humilité est extrêmement importante. Quand on a été aux affaires, quand on a atteint un certain nombre de responsabilités dans ce pays, à un moment donné, il faut avoir le courage. Et ça, nos les aînés l'ont dit, comme il l'a dit, le triumvirat. Ils ont été humbles, ils ont encaissé. Nous, les jeunes, on a été souvent un peu les plus bruyants pendant ce dialogue, mais ils ont su faire preuve de doigté. Et cela m'amène à dire qu'on a fait le meilleur choix possible pour ceux qui les concernaient, parce que ça n'aurait pas été facile pour quelqu'un d'autre d'animer ces différents dialogues-là. Donc, beaucoup d'humilité. Il a rappelé les mouvements des groupes armés. Les problèmes qu'il évoque, qu'il met sur la place, ce sont les problèmes communs à toute la République du Mali. Mais c'était important, à un moment donné, de venir dans la représentation nationale, de venir devant le peuple malien et de mettre cette question-là sur la table et non s'enfermer dans un dialogue de sourds tout le temps avec le gouvernement. Voilà, donc c'était important. Monsieur Diallo, docteur Fomba. Alors, ADP, Maliba, Yelema, PACP, tous ont participé au dialogue et nous apprenons avec eux ce soir que le dialogue a été demandé par tous les Maliens. Et M. Diallo vient de nous dire tout de suite que toutes les sensibilités étaient présentes à ce dialogue, alors que vous n'avez pas participé. Qu'en pensez-vous? D'accord, merci Robert. Je profite de l'occasion pour demander au public d'accorder une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont disparus, surtout des soldats tchadiens, maliens, si on peut accorder une minute de silence en leur mémoire. Okay. Je vous remercie. Ceci étant, je profite de ce plateau pour remercier la presse malienne et particulièrement Africa, qui
qui ont donné l'occasion à ce que les Maliens se parlent avant ce dialogue. On a eu à se parler sur ce plateau. J'ai rencontré Moussa sur ce plateau. J'ai rencontré beaucoup d'autres. On a discuté. On s'est rapproché de ces groupes armés sur beaucoup de plateaux, Renouveau TV, Énergie TV, à plusieurs niveaux. Et je remercie encore ce soir que vous avez réuni l'avenir de ce pays à travers nos jeunes pour parler de ce pays. Cela est très important. Il est encore important de saluer la bravoure du peuple malien. Aujourd'hui, je salue très sincèrement tous les partis politiques de l'opposition qui, par leur patriotisme, de leur façon de voir les choses, ont renoncé à ce dialogue inclusif que nous avons qualifié de mise en scène, dont les résultats attendus sont encore dans nos mains. Ceci étant, je pense que le dialogue national inclusif est une forme, mais il y avait plusieurs formes. Il est important de se parler, mais il est aussi important de se parler dans un cadre bien précis. Nous avons tous voulu un dialogue. Je crois que mon collègue Diallo l'a dit, Amidou l'a dit, Kaou Adraman aussi l'a dit. Tout le segment est en péril. Le pays est effondré. Nous sommes même à la recherche de notre existence. Ce type de dialogue demande de se parler très sincèrement, de faire en sorte que dès le préalable, que tous ceux qui sont des protagonistes se donnent la main pour faire ensemble les termes de référence, pour faire exactement tout ce qu'il faut, sans distinction. Je crois que ça a manqué à ce dialogue inclusif. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de partis de l'opposition qui ont refusé. Et particulièrement, l'ADPM n'a même pas voulu participer, a fortiori participer à l'élaboration des termes de référence. Parce que l'accord politique de gouvernance qui a introduit ce dialogue national inclusif avait déjà parlé de trois choses. Il s'agissait de la révision constitutionnelle. Il s'agissait de l'application de l'accord d'Alger. Il s'agissait aussi de soutenir l'action des forces étrangères au Mali. Dès que nous avons vu ces trois éléments, nous avons dit que ce n'est plus un dialogue, c'est pour nous mettre dans un panier et accepter seulement la révision constitutionnelle, appliquer l'accord d'Alger et ne rien dire sur les forces étrangères. Et à notre grande surprise, vous avez remarqué que ce dialogue n'a pas traité la souffrance du peuple malien. Ce dialogue n'a pas eu le souci des 4 millions de Maliens qui souffrent de faim aujourd'hui. Ce dialogue n'a pas parlé de notre école publique, de la grève des enseignants. Cette école publique qui nous a formés aujourd'hui, qui permet à nous aujourd'hui de s'exprimer, de comprendre certaines choses. Le dialogue n'en a pas en parlé. Notre école publique, le dialogue n'a pas parlé de ces jeunes qui sont nous, qui ont leur licence, qui n'ont même pas droit à la fonction publique, qui sont exclus de façon injuste. Le dialogue n'a pas pris en compte la pauvreté malienne. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de parler de révision, de réformes, de toute autre chose. Ça, c'est encore un dialogue politique encore. Les gens ont voulu dire que c'est un dialogue national inclusif, mais les résultats ont donné naissance à un dialogue politique. L'élection législative est politique. La révision constitutionnelle est politique. Et ce qui est encore grave, l'inculture politique qui permet de parler d'une révision constitutionnelle pendant que plus de 27 ans, on n'a jamais été capable d'appliquer correctement notre constitution. Si on n'a pas pu être capable d'appliquer la constitution, pourquoi vouloir réviser? Pendant qu'il y a des points essentiels qui nous empêchent de le faire. Et ce dialogue encore a trahi la mémoire de nos soldats. Quand j'entends dans les résolutions qu'il faut l'accompagnement des forces reconstituées, mais j'ai mis la main sur ma tête. L'armée reconstituée, c'est quoi? C'est une armée ethnique. C'est une armée basée sur les ethnies. On a besoin d'une armée républicaine. On n'a pas besoin d'une armée reconstituée. Une armée reconstituée, c'est une armée ethnique. C'est sur la base de l'accord d'Alger qu'on a parlé de l'armée reconstituée. Et au pire, nous n'avons jamais entendu parler des 1230 milliards
pour la loi de programmation et d'orientation militaire, ça n'a jamais été dit. On n'a jamais parlé d'une trajectoire claire pour notre armée. Il n'y a jamais eu des structures pour l'armée. L'armée n'a jamais été structurée. Donc, si je moi je comprends voudrais... bien, docteur, vous ne regrettez pas de Non, n'avoir pas du tout. Au participé contraire, dialogue. quand je discutais très souvent avec beaucoup de gens ici, sur beaucoup de plateaux, nous avons prédit le résultat. Et rien n'a changé. Il n'y a pas eu de valeur ajoutée. Mais on dit que toutes les sensibilités étaient présentes. Mais c'est là, est faux. À partir du moment disent même où... qu'ils sont la voix des absents. C'est-à-dire, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont participé à ce dialogue. Je crois en leur sincérité. Mais je ne crois pas en la sincérité du gouvernement. Ce gouvernement pour qui ils sont en train de travailler n'est pas sincère. Et c'est l'incapacité et l'incompétence de ce gouvernement qui a fait qu'on est encore là, qui n'a même pas pu organiser des élections législatives. Je crois en leur sincérité. C'est-à-dire, entre Maliens, moi je peux ne pas être d'accord avec quelque chose. Il peut ne pas être d'accord avec moi. Mais cela ne met pas en cause son patriotisme. Contrairement à ce que certains disent. Personne n'a le monopole du patriotisme. Chacun a ses raisons. Et c'est ça aussi la démocratie. Donc, moi, je voudrais dire que toutes les sensibilités étaient représentées. C'est une façon de berner les gens, comme ce dialogue national est en train de faire une adhésion populaire pour aller à une révision constitutionnelle non fondée qui ne résout pas le problème. Parce que la révision constitutionnelle est conjoncturelle, alors qu'il faut aller à des réformes structurelles. Parce que le pays est en manque. Nous n'avons pas d'État. Il faut d'abord que nous fassions tout pour que l'État puisse exister. Merci, docteur Fomba. Monsieur Diallo, nous allons parler maintenant des résolutions fortes, dit-on même, de ce dialogue-là. Alors, quelles sont ces résolutions et que pensez-vous de leur mise en œuvre? Écoutez, moi, je suis très surpris par les propos de mon cher aîné Fomba, parce que je crois qu'il n'a peut-être pas bien lu les documents finaux qui sont sortis du dialogue national, et je trouve qu'il devrait véritablement s'intéresser au contenu des résolutions et des recommandations qui ont été adoptées. Le document qui est sorti de ce dialogue national a traité de toutes les questions: économie, finances, éducation, jeunesse, culture, sport, gouvernance sociale, paix, sécurité, toutes les questions qui ont trait à la vie de la nation malienne. Et notamment sur la question de la pauvreté dont vous parlez, je peux vous indiquer que dans les premières commissions qui ont travaillé de manière restreinte pour que tout le monde ait la parole, les délégués syndicaux ont été sans aucune forme de laisser-aller par rapport aux engagements que l'État a pris sur un certain nombre de sujets qui ont trait au salaire notamment des cheminots. Il y a eu la question de la santé qui vous concerne d'ailleurs, qui a été également abordée, l'amélioration des conditions de vie des salariés. Il y a eu des propositions très précises sur la manière par laquelle on peut réussir à opérer ces améliorations dans les conditions de vie des travailleurs. Vous parlez de la lutte contre la corruption. J'ai moi-même porté une proposition que j'ai retrouvée avec beaucoup de plaisir dans le rapport synthétique final et qui demande à ce que toutes les infractions économiques et financières soient déclarées imprescriptibles. Donc, il ne faut pas croire que ce débat-là a été un débat de surface. Ça a été un débat très profond. Et dans l'ensemble des recommandations que vous verrez figurer dans le rapport final, elles sont assorties d'annexes dans lesquelles sont détaillées pour chacune des recommandations le détail très précis de l'ensemble des propositions que les gens ont fait pour réussir à trouver une solution à la recommandation en question. Alors, maintenant, pour ce qui est des résolutions, il est évident qu'aujourd'hui, le pays il est dans une situation où il y a des grandes thématiques qui sont des thématiques englobantes et sur lesquelles il faut des résolutions fortes afin que l'on sache quel est l'avis des Maliens sur ces sujets-là. Le premier des sujets sur lesquels les Maliens sont tous unanimes, et je crois que même vous qui êtes de l'ADEPM êtes unanime sur ce sujet-là, c'est la question de la légitimité de l'Assemblée nationale. Il fallait une résolution très forte pour montrer au peuple malien et à l'ensemble de nos partenaires qu'aujourd'hui, les Maliens en ont assez de la prorogation du mandat des députés. Et cette résolution première qui a été prise, c'est elle qui indique de manière très claire que
aucun Malien ne veut plus qu'il y ait une prorogation du mandat des députés et que nous demandons à ce que toutes les dispositions soient prises, non seulement pour que l'élection se tienne avant le 2 mai 2020, qui n'est même pas la date de la prorogation du mandat, mais avant le 2 mai, on veut la tenue des élections législatives et on la veut dans des conditions de sécurité qui permettent à l'ensemble des cercles de pouvoir élire leurs députés. Ça, c'est un message très fort qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous auriez souhaité, mais qui, pour, je crois, l'écrasante majorité des Maliens, suffit à faire comprendre à tout le monde, et notamment au gouvernement et au président de la République, que les gens ont envie que les élections se tiennent sur le plan législatif. Deuxièmement, pour ce qui est de la question de la révision constitutionnelle, parce que c'est un sujet sur lequel on veut souvent essayer de tacler les participants qui ont assisté en disant qu'ils sont venus uniquement pour cautionner la révision de la Constitution. Je ne suis pas du tout d'accord. Nous, en 2017, lorsque nous étions opposés à la révision de la Constitution, c'était sur deux principaux arguments. Le premier, c'est le fait que la révision, beaucoup ont considéré qu'elle a été écrite ailleurs et ramenée au Mali. Et deuxièmement, c'était parce qu'on disait très clairement que tout le Mali ne peut pas voter. La résolution, si vous voulez vraiment la présenter aux Maliens et être vraiment sincère dans la présentation de cela, elle dit quoi? Elle dit premièrement que sur la question de la révision constitutionnelle, elle doit d'abord passer à l'Assemblée nationale. Et tant qu'il y a une Assemblée nationale qui n'est pas une Assemblée élue et qui dispose donc d'un bon mandat, il ne peut pas y avoir de révision constitutionnelle. Voilà ce que la résolution dit. Deuxièmement, la résolution, elle dit quoi? Elle dit qu'au-delà du fait qu'il faut une assemblée légitime pour pouvoir faire une révision constitutionnelle, il faut impérativement que dans un même schéma, style du dialogue national, que toutes les observations sur le nouveau projet de révision constitutionnelle fassent l'objet d'une consultation la plus large possible de l'ensemble des Maliens pour que ce projet soit celui des Maliens. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, qui a été un point qui a été très clair pour l'ensemble des participants. Et là, je dis bien l'ensemble, qu'ils soient de l'opposition, de la majorité, de la société civile, des groupes armés, tout le monde a demandé à ce que cela se tienne de telle sorte à ce que ça se fasse avec l'armée redéployée sur tout le territoire national. Donc, moi, je ne vois pas en quoi nous sommes venus simplement pour cautionner quelque chose qui était prêt d'avance. La résolution, les résolutions, tous les participants les ont corrigées à la virgule près. Ce n'est pas un document qui a été pondu et qu'on a découvert à la clôture. Hein. C'est un document qu'on a corrigé jusqu'à 22 heures, la veille de la clôture de l'événement. De telle sorte que même pour la mise en place du comité de suivi, nous avons traîné là-bas jusqu'à minuit passé. Donc, il ne faut pas laisser croire ou faire croire aux Maliens que tous ceux qui étaient présents sur le lieu de ce dialogue national étaient là simplement pour cautionner quelque chose qui était préparé d'avance. Tout a été écrit, rédigé, corrigé, recorrigé par l'ensemble des participants. Tout ce qui est dedans là n'est pas quelque chose qui était prêt à l'avance. Ça, ce n'est pas vrai. La troisième résolution, c'est celle qui tient... Non, j'ai cité deux. J'ai cité celle sur les législatives, celle sur la révision constitutionnelle. La troisième, elle portait sur le redéploiement de l'armée dans tout le pays. Ça, je crois qu'aujourd'hui, ça c'est un sujet qui fait l'unanimité. Tout le monde a envie que l'armée soit sur tout le territoire national. Et c'est important qu'à travers un message pareil, on fasse non seulement comprendre au gouvernement et au président de la République qu'on attend cela dans les plus meilleurs délais, mais au-delà de ça, à la communauté internationale, que l'on veut que cela. Le dialogue national, c'est un instrument très fort pour faire comprendre la position des Maliens. Quatrième résolution, c'est celle qui porte sur la relecture de l'accord. C'était une position de principe que notre parti, l'ADP Maliba, et beaucoup de participants avaient. Tout le monde était unanime sur le fait qu'il y a des points de blocage dans l'accord et il faut un message national très fort pour indiquer à tout le monde, que ce soit le peuple malien ou l'ensemble des signataires de l'accord, que nous voulons qu'une relecture se fasse afin
de revoir l'accord dans certaines des dispositions qui font blocage. Et je pense que, franchement, personne n'est allé là-bas avec l'objectif de vendre ou de diviser le Mali. Ce message-là, il ne passera pas parce que nous ne le tolérerons pas. Merci M. Diallo, M. Doumbia. Vous aviez dit que tous les Maliens alors demandaient ce dialogue. Mais nous savons aussi que c'est principalement pour des raisons sécuritaires que les Maliens demandaient ce dialogue-là. En regardant ces 4 résolutions citées par M. Diallo, laquelle peut être mise en place sans cette sécurité? De toute façon, il y a des résolutions qui concernent tous les sujets. Sur la question de sécurité, tout le monde sait que d'abord, il faut assurer la sécurité. Mais comment arriver à cette sécurité-là? C'est ce dont les participants au dialogue ont traité. Et nous sommes parvenus, au nom des participants, au nom de M. Fomba, qui a toujours demandé la relecture de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Les participants ont obtenu cela. Nous l'avons obtenu au nom de M. Fomba, au nom de toute l'opposition. Nous avons demandé et obtenu le redéploiement de l'armée sur toute l'étendue du territoire, ce qui prouve l'intégrité territoriale du Mali. Encore là, c'est une demande de M. Fomba et de toute l'opposition. Nous l'avons demandé au nom du peuple malien, au nom de l'opposition politique. Nous l'avons obtenu. Tous les Maliens, au moment où on mettait le gouvernement en place, opposition, majorité, partis non alignés, beaucoup de ces acteurs ont déploré le caractère pléthorique du gouvernement. Et là aussi, nous avons demandé, nous avons obtenu au nom de M. Fomba et de l'opposition à ce qu'on revoie ce gouvernement et qu'on le ramène à un nombre beaucoup plus restreint pour permettre au pays d'économiser et de réinvestir au niveau de la sécurité. Nous avons demandé aussi, les participants l'ont demandé, à ce qu'on dialogue avec Koufa et avec Yad Gali. Ça aussi, c'est une demande de M. Fomba et de l'opposition, parce que pendant tout le temps, ils ont demandé à ce qu'on ne soit pas cantonné derrière les positions des forces extérieures ou même de l'Occident. Tout le monde sait que l'Occident n'est pas pour qu'on discute avec le groupe djihadiste, mais le dialogue a demandé, le dialogue a obtenu à ce que le gouvernement, dans un court terme, puisse dialoguer avec Koufa et avec Yad Gali. À tort ou à raison, les Maliens l'ont demandé, les Maliens l'ont obtenu lors de ce dialogue national inclusif. On a demandé surtout au niveau politique l'organisation des élections législatives. Je pense que beaucoup d'acteurs ont déployé sur les plateaux TV le caractère non légitime de notre Assemblée nationale. Et lors du dialogue, nous avons demandé, nous avons obtenu à ce qu'il n'y ait plus de prorogation de mandat des députés et qu'on mette fin à ce viol collectif de notre Constitution. Si je peux me permettre justement, M. Doumbia, beaucoup de Maliens aussi s'interrogent justement sur l'ordre dans lequel ils ont reçu ces résolutions fortes. D'abord, les législatives, ensuite les référendums constitutionnels, le retour de l'administration et des forces armées et de sécurité et reconstituer la relecture de l'accord. Pour beaucoup de Maliens, il fallait plutôt aller dans le sens inverse. On n'a pas donné d'ordre. Justement, c'est ce que... Je crois qu'il y a un ordre dans la mesure où, si nous prenons par exemple les législatives, on nous parle de demain au plus tard. Mais et pour le retour de l'armée, on nous parle de quelle date? Non, on n'a pas parlé pour les législatives. C'est les seules résolutions où on a demandé, parce que là, on sait tous que la prolongation du mandat des députés, les mandats expirent. La prolongation qui a été faite expire pour une période donnée. Et c'est par rapport à cette période qu'on a donné la date. Mais les autres, il n'y a pas eu de hiérarchisation des activités. C'est au gouvernement de voir. Et cela va de soi. Le gouvernement sait très bien que il ne peut pas prétendre faire une révision constitutionnelle sans pour autant relire l'accord. Le gouvernement sait qu'il ne peut pas prétendre à la révision constitutionnelle sans pour autant redéployer l'armée et l'administration sur toute l'étendue du territoire. Sinon, l'article 118, les profondeurs de la révision constitutionnelle vont sortir avec cet article-là. Donc, tout ce qui a été sorti comme recommandation, c'est au gouvernement de travailler avec beaucoup plus d'intelligence pour les mettre en œuvre. Sinon, le triumvirat, le comité d'organisation, tous ont dit, et ça est clair dans les résolutions, que ce n'est pas par ordre chronologique qu'on a donné ces résolutions. Mais ce qui est important, c'est que ceux qui lisent aujourd'hui les recommandations, qu'ils fassent l'effort de lire les annexes. Parce que les annexes
ressortent un peu la profondeur des discussions, ça vous permet de comprendre l'esprit en fait des différentes résolutions. Je vous donne juste l'exemple. Quand on demande de relire l'accord, les gens vont dire mais on va relire l'accord, mais qu'est-ce qu'on va changer dans l'accord? Quand vous rentrez dans les annexes, dans les recommandations des groupes 2, groupe 3, vous allez trouver que les uns et les autres ont demandé à ce qu'on retire tous les aspects où il y a la discrimination au sein à l'intérieur même de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Donc cet aspect a été discuté. Les uns et les autres essaient d'enfoncer une porte déjà ouverte. Il faudrait que l'on dise la vérité aux Maliens. Il faudrait qu'on arrête la démagogie et que pour une fois, ce qui est réel, il faut le dire. Nous comprenons ceux qui ne sont pas partis. Nous les comprenons parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, on a eu beaucoup de forums dont les résolutions, la mise en œuvre peuvent inquiéter les uns et les autres. Mais pour une fois, quand on ressort avec des résolutions, il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées. Je continue avec les résolutions. Sur le plan social, on a parlé de trêve sociale. C'est au gouvernement de réfléchir et de revoir comment est-ce que il peut aller à la trêve sociale, diminuer le train de vie de l'État. C'est une résolution forte. Apurer la dette intérieure du pays qui va permettre aux opérateurs économiques de souffler. Question économique, c'est une résolution. Sur le plan de l'éducation, il y a des résolutions. Sur tous les aspects qui touchent la nation, il y a eu des résolutions. Il y a eu des résolutions pour la majorité, des résolutions pour l'opposition, des résolutions pour le Mali en général. En un mot, ce dialogue est ressorti avec des recommandations fortes. Si elles sont appliquées, peuvent permettre au pays de sortir de la crise. Et justement, c'est au président de la République, au gouvernement, de travailler pour que ces résolutions, pour une fois, puissent être appliquées pour le bonheur des Maliens et pour l'honneur du Mali. Merci M. Doumbia, M. Diallo. Alors M. Doumbia vient de nous dire ces résolutions très très fortes qui, une fois appliquées, alors vont permettre au pays de sortir de cette crise. Mais justement, cette crise, elle est surtout sécuritaire et c'est beaucoup de Maliens qui meurent, nos militaires meurent, nos enfants meurent, nos femmes meurent et quand on fait le dialogue national, on fait le dialogue avec les groupes signataires de l'accord. Et ces groupes-là, ce ne sont pas eux qui sont en train de tuer les Maliens aujourd'hui. Alors, qui va garantir la sécurité pour que ces résolutions-là puissent être effectives? Merci beaucoup, M. Dissa. Et non seulement qui doit garantir, mais bien avant ça, et vous savez, quand on a beau lire les brochures, tant qu'on n'a pas participé aussi au cours magistral avec le professeur, c'est très difficile de comprendre certaines parties. Donc on peut avoir les brochures, mais c'est important aussi de suivre les cours magistraux. Et ceux qui nous font l'injure de croire que nous sommes allés participer à ce dialogue comme des faire-valoir, c'est vraiment très bas. Les personnes qui étaient à ce dialogue-là, vu leur qualité, vu leur sensibilité, vu leur pedigree, vu leur background, c'est très réducteur de croire qu'on est juste allé. C'est justement ça le problème des politiques. On croit que tout, vous voyez, vous-même vous avez repris les 4 résolutions politiques. Il y a plus d'une centaine de résolutions, des recommandations fortes. Mais on retient que les législatives, bon, c'est vrai que c'est les mesures qui oui, mais M. Diallo, permettez-moi ces parenthèses. Est-ce que cela n'est pas dû à un problème de communication chez l'organisation même? Parce que c'est l'organisation qui a mis en avant ces résolutions fortes. Que voulez-vous que le peuple retienne alors? Oui, pas que l'organisation a mis ça encore pour une fois. Il aurait fallu être là. La question est revenue par rapport à l'ordre. Par rapport à l'ordre, justement. On n'a pas défini un ordre de priorité. Mais comme Amidou l'a rappelé, et Diallo aussi, quand vous regardez le plan d'action et le chronogramme, il y a beaucoup de ces actions qui se font concomitamment. Mais il était d'abord important de trancher la question des législatives. Parce que la Constitution, c'est notre Bible, c'est notre Coran, il ne faut pas la violer tout le temps, comme Amidou l'a rappelé. Donc c'était important de nous donner un deadline, de nous donner une mesure très forte en disant que avant le 2 mai 2020, qu'on commence une nouvelle législature. Ça, c'était la balise pour baliser le reste du chemin. Et vous avez dit la révision. Amidou l'a rappelé, on ne peut pas parler d'une quelconque révision de la Constitution, d'autant plus que l'une des questions sensibles et très fortes de Ante Abana 2017, c'était justement parce qu'au-delà de l'article 118 de la Constitution, qu'il y avait des problèmes par rapport à l'accord d'Alger. Et les partis elles-mêmes, les participants l'ont demandé fortement qu'il fallait appuyer aussi cet accord-là, parce qu'il y a des partis qui sont en souffrance avec notre texte fondamental. Et quand on appuie ça, c'est comme dans l'ordre, si jamais l'ordre il y a, et au-delà de la question des législatives, si on révise cet accord-là et qu'on enlève peut-être les arrêts qui sont dessus,
ça a fait tomber cet argument qui consistant à dire on va réviser juste pour mettre les fondements de l'accord. Donc sera plus comestible. Et juste après, le redéploiement de l'administration sur l'ensemble du territoire. Non seulement l'armée, mais aussi l'administration. Et cela a commencé à déjà se faire. L'accord là, il a 4 ans. Il a commencé à être mis en œuvre depuis longtemps. Il y a juste certains points de blocage et les participants eux-mêmes les reconnaissent qu'il fallait changer ça. Et par rapport à la question de la révision constitutionnelle, cette question, pour ceux qui ont participé dans les débats, par exemple, il y a des participants qui avaient demandé à ce qu'on n'aille même pas d'abord vers les législatives, qu'on fasse d'abord le découpage. Mais ça, les participants l'ont rejeté. Il y a certaines motions qui ont été préparées par le gouvernement, même par le parti de la majorité, qui ont été rejetées par l'ensemble des participants. C'est dire que les gens ont tellement été pointués, sourcillés, il a dit à la virgule près, moi je dirais au point près. Donc, il y a vraiment eu un séquençage des différentes résolutions. Monsieur Diallo, en fait, vous dites, les gens ont été vraiment très précis, les gens ont été exigeants, les gens ont été très impliqués, seulement sur le terrain. Pour mettre en œuvre toutes ces résolutions, il y a une condition sine qua non. C'est la sécurité pour tous les Maliens, sur toute l'étendue du territoire malien. Ceux qui ont participé à ces dialogues-là, est-ce qu'il y a un seul parmi eux qui est responsable de l'insécurité dans le centre, un peu partout dans le Mali? Celui qui est responsable de cette insécurité, était-il membre de ces dialogues? Justement, Amidou l'a rappelé, l'insécurité, il faut comprendre quelque chose. C'est très réducteur de vouloir dire qu'il y a une seule partie qui est responsable de l'insécurité. L'insécurité, c'est transversal. Derrière ça, il y a des problèmes de gouvernance qui, s'ils ne sont pas bien réalisés, tout ça là, peut amplifier le problème d'insécurité. Plusieurs personnes, plusieurs acteurs sont impliqués dans la sécurité. C'est vrai, c'est très facile de pointer du doigt les terroristes, mais il y a aussi... Et le manque de coopération aussi peut souvent attiser aussi cette insécurité-là. Il a été demandé, les populations l'ont reconnu elles-mêmes, que la question de l'armée ne peut pas être cantonnée aux seuls responsables militaires sur le terrain. C'est aussi une question nationale, c'est une question de participation de tout le monde. Et cette insécurité-là ne pourra pas être, on ne pourrait pas venir à bout sans une implication de tout le monde. Non seulement les populations, non seulement même les politiques. Parce que derrière la question de l'armée, qui est une question régalienne, où la question n'est pas partisane, il est important que nous soyons, il ne faut pas faire de politique dans l'armée, il est important que nous soyons derrière nos autorités. Je ne peux pas comprendre une seule seconde que tous ces investissements faits dans l'armée, que tout ce qui est en train d'être déployé comme stratégie militaire, que cela ne puisse pas avoir pour conséquence de résorber cette insécurité-là. Donc par rapport à la question de l'insécurité spécifique que vous rappelez, et c'est toutes les parties qui doivent s'impliquer dans cette insécurité-là. Et Amidou l'a rappelé, on a demandé qu'il soit ouvert un canal de discussion pour les terroristes, ce qu'on appelle Koufa et Iyad Agali. Cela a été demandé lors de la conférence d'entente nationale. Cela a été renforcé lors de ce dialogue-là. Oui, et cela se fait déjà sur le terrain. C'est tellement intéressant, une fois de plus, que j'ai une question toujours pour vous. Alors, pouvons-nous dire au jour d'aujourd'hui, après les groupes armés, maintenant, notre insécurité est principalement due à Iyad et à Koufa. Bref, ce que nous, on veut vraiment savoir en tant que Maliens, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait tous les acteurs en fait qui nous tuent partout au Mali? Est-ce que eux tous sont vus, connus et vont tous être approchés? Oui, l'ennemi principal aujourd'hui c'est le terrorisme. Ça c'est très clair, c'est le terrorisme. Et c'est pourquoi d'ailleurs il était important de se rencontrer, parce que cela permet de mobiliser tout le monde pour faire front commun face à ce terrorisme-là, qui ne fait pas de distinction entre les différents acteurs. Encore une fois, c'est extrêmement important parce que le politique va avec le militaire, ça va avec le sécuritaire. Quand on a un front politique pacifié, quand on a un front social pacifié, on a dit l'effort de guerre représente aujourd'hui 22%. Si on arrive à apaiser tous ces fronts-là, cela nous permet de faire face au terrorisme-là qui est l'ennemi commun. Il avait rappelé une autre résolution très forte est sortie de ce dialogue-là par rapport à la question de la coopération avec les forces sécuritaires qui sont sur le terrain. Il a été demandé, la nécessité est là, de revoir tous ces accords-là qu'on a signés. Là, encore une fois, c'est une porte ouverte. De revoir tous ces traités-là que nous avons signés. S'ils ne sont pas pertinents, il faut les réviser ou bien d'aller vers d'autres partenaires. Cela a été demandé et cela a été obtenu. On a demandé qu'il y ait aussi un mécanisme commun. L'armée malienne, le gouvernement du Mali a appelé des partenaires à son chevet. Il est extrêmement important que chacun de ces acteurs-là aujourd'hui, qui sont en train de travailler chacun de leur côté, de tel point que s'il y a des attaques, dont les réponses sont très lentes à venir sur le terrain parce qu'il n'y a pas un mécanisme de coordination commun. Il a été demandé de créer un mécanisme commun
qui va faire que tout va être coordonné là-bas et on saura la position de tout le monde en même temps, au même moment, et les actions seront beaucoup plus coordonnées ensemble. Merci à M. Diallo. Docteur Fomba, beaucoup de Maliens ne comprennent pas non plus les camps du refus. Alors, refuser d'aller au dialogue, de toutes les façons, le dialogue s'est passé et nous nous rendons compte sur le terrain que le dialogue quand même a réuni plus de Maliens que les Maliens qui ne sont pas allés au dialogue, en tout cas de façon générale. Mais maintenant que nous parlons de résolution, même si le camp du refus n'a pas participé au dialogue, n'est-il pas temps, enfin, vraiment pour le Mali, que ces camps du refus rejoignent les autres, au moins dans le processus? D'accord, merci Robert. Je crois que je vais rebondir à certaines questions. Je crois que Cheikh Oumar Diallo a dit armée et redéployée. Ce n'est pas ce qui a été dit. On dit armée et reconstituée. Il faut le dire. L'armée reconstituée n'est pas l'armée républicaine. C'est ce que vous devez savoir. L'armée reconstituée est ethnique. C'est basé sur des proportions d'ethnie pour reconstituer l'armée au nord. Ce n'est pas pour toute l'armée. J'ai eu à discuter ça avec Moussa Ataher sur le plateau du renouveau. Il m'a même répondu que un militaire à Kidal ne peut pas aller se battre à Kaï. J'ai dit donc votre intention c'est seulement de vous battre au nord. C'est ça l'armée reconstituée. Et déjà vous êtes d'accord avec eux qu'il faut une armée reconstituée. Et d'autre part, vous parlez de négocier avec Yad Agali, Koufa. Ça c'est le médecin après la mort. C'est ce qu'on avait dit au départ. Au lieu d'aller rapidement dans ce dialogue, prenons nos temps, il faut les faire intervenir, parce qu'on a dit que nous ne comprenons pas quand c'est les Français ou les Européens qui sont détenus par les terroristes, ils amènent l'argent, ils libèrent ces terroristes, mais ils nous empêchent à nous de négocier avec ces mêmes personnes pour libérer notre territoire. Ça devait commencer par là. Et tout le monde sait que la signature de l'accord, après la signature de l'accord, il y a eu des morts comme une épidémie. Donc le diagnostic qui a été posé, même par le dialogue national inclusif, n'est pas correct. Aussi, j'ai dit qu'ils n'ont pas apporté d'éléments importants. Normalement, pour aider l'armée malienne, qu'est-ce qu'il faut? Il fallait qu'au cours de ce dialogue-là, que vous demandiez une conférence des ambassadeurs et des consuls. Le problème de l'armée est diplomatique. En fait, docteur, donc, le problème du camp du refus aujourd'hui, c'est que tout ce que vous allez pouvoir dire aux Maliens comme résolution, comme ce qu'il fallait faire, franchement, docteur, cela ne tient plus. Voilà. Les Maliens ne connaissent plus cela. Vous n'êtes pas venu. Maintenant, la grande question des Maliens, c'est-à-dire le processus qui suit maintenant. Est-ce que vous allez venir? Mais ce que tu n'as pas compris, on ne va pas venir parce qu'on ne fait pas confiance à ce président qui n'a jamais tenu parole. Le problème du Mali, c'est que le président n'a jamais appliqué les textes. Il parle de la santé aujourd'hui. Quel est le problème de la santé? C'est la non-application de la loi hospitalière. Quel est le problème de la santé? C'est de faire en sorte que l'assurance maladie soit obligatoire numérique. Le problème du Mali, c'est la non-application des textes. Ce président joue avec eux. Et puis ils sont en train de dire, vous avez vu dans le dialogue, ils n'ont même pas dit l'ordre des choses. Et ils ont dit, on soumet au président, on soumet au président. Si le président dit aujourd'hui que je veux la révision constitutionnelle, il ne peut rien dire. Et s'il dit qu'il n'y a pas d'argent pour aller aux élections législatives, parce que les partenaires doivent financer d'abord la révision constitutionnelle. Et pour preuve, ils ont un déficit de 420 milliards d'emprunts et de crédits du monde intérieur. Alors, et il parle même d'aider les pauvres. Aujourd'hui, ce gouvernement, dans son budget, a fait une diminution de 13 milliards sur les investissements de soutien aux pauvres. Je vais vous dire, l'opposition n'est pas prête à les accompagner dans cette tâche. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, ils ont dit ici que le seul problème, Diallo l'a dit, Diallo en 2017, l'Assemblée était légitime. L'Assemblée était légitime, donc l'un des refus n'est pas que les députés n'étaient pas légitimes. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. J'ai cité deux points. J'ai cité l'insécurité et le fait que le texte venait d'ailleurs. Le problème du Mali, c'est clair, c'est l'article 118. C'est clair. C'est l'article 118. Au-delà, on peut discuter des autres formes. Et nous avons dit que le problème du Mali n'est pas conjoncturel. Le problème du Mali est structurel. Si les conditions sont réunies aujourd'hui, au lieu de réviser une constitution pour augmenter encore le pouvoir d'un président de la République qui a le choix de dire qui mange, qui ne mange pas, mais il faut aller à la 4e République pour diminuer sa puissance, pour faire en sorte que les Maliens se parlent. Vous avez vu, ils parlent de violation de constitution. Ils ont violé même la constitution au cours de ce dialogue national.
lorsque certains parlent de Bambara, d'autres parlent Tamashek, c'est une violation. La langue officielle d'expression au Mali, c'est le français. Même quand le président de la République s'adresse au peuple malien en langue bamana, il a violé la Constitution. Et si nous voulons refaire ça, il faut qu'on remette dans la Constitution. La langue officielle au Mali, dans la Constitution de 92, c'est le français, c'est clair et net. En parlant d'autres langues en dehors de ça, c'est une violation de la Constitution. Les enfants sont dehors. Plus de 800 écoles sont fermées. C'est une violation du droit de ces enfants, une violation constitutionnelle. Les autorités intérimaires sont là au Mali en violation de la Constitution et de toutes les voies d'acquisition au bien de l'État. C'est des violations. On viole du jour au lendemain comme on respire. Donc, ceci étant, nous, on ne va pas les rejoindre dans la violation. Et vous avez vu qu'au cours de ce dialogue, ils n'ont jamais parlé de la France. Comment on peut faire ce dialogue pendant que le président doit se rendre à Pau, que vous n'êtes pas capable de dire, de demander à la France d'éclaircir sa position. Le problème du Mali aussi, c'est la position de la France. L'armée est sous embargo avec la position de l'aménagement. Pourquoi ne pas le dire clairement? Notre armée est sous embargo. C'est clair. Personne ne peut le nier. Même s'ils ont 1000 avions aujourd'hui, ça ne peut pas survoler Kidal. Parce que l'aménagement est là, c'est une force d'interposition. Et pourquoi ils n'ont pas parlé aussi du traité de coopération de défense militaire, qui fait que la France a installé sa base militaire à Tessalit, qui fait que l'Algérie ne va jamais collaborer avec le Mali. Tant que la France a sa base à Tessalit, dans le courant géopolitique, l'Algérie va nous combattre. Parce que cette stratégie est connue de tous. Après la Libye, il faut s'attaquer à l'Algérie. Et comment accepter qu'on permette à la France d'installer sa base militaire sur un territoire malien pour contrôler un pays africain tout comme nous? Maintenant, docteur, vous voyez, donc nous, on ne va pas... Pour retrouver ceux qui ont dit tout qu'ils ne simplement participent pas au dialogue. Nous, on ne participe pas, en tout cas pas avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et tu as vu que dans leur expression... Il n'y a même pas de conditions. Non, mais quelles conditions? La seule condition, c'est de revenir et rediscuter du Mali, de tous les segments de la nation malienne, de la pauvreté du Mali, de la santé malienne, de ceux qui souffrent de faim, de ces jeunes licenciés qui sont dans la rue aujourd'hui, qui sont obligés de faire n'importe quoi pour vivre. Voilà des conditions qui sont là. Et il faut que dans la politique, qu'on soit clair. Et je vous dis, on n'a pas refusé parce qu'on n'aime pas ce pays. Mais tout le problème est que nous, ce n'est pas ceux qui ont participé au dialogue. Notre problème est que nous ne faisons pas confiance à ce président qui n'a jamais tenu parole. Merci, Dr Fomba. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez toujours l'émission politique, le débat d'Africa Bleu Télévision qui ce soir porte sur le thème le dialogue et après. Nous sommes avec l'association des jeunes pour l'espoir de demain, AGIED, dont le président est M. Bourama Konaté. Nous allons demander à M. Iboussi si... Monsieur Konaté est prêt pour son intervention. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir les invités, bonsoir à tout le monde. On est avec AGIED ce soir, Association des jeunes pour l'espoir de demain. On est avec le président Bourama Konaté qui est juriste et qui va dire son mot. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Tout d'abord, je remercie vraiment la qualité vraiment du débat. Et effectivement, c'est moi le président de l'AGIED, Association des jeunes pour l'espoir de demain. Donc, ceci étant, je m'avais vous donner le but et les objectifs de notre association. Donc, notre association, elle est créée le 16 juin 2012. Comme but, l'association des jeunes pour l'espoir de demain est apolitique et elle œuvre pour une nouvelle citoyenneté de la jeunesse, pour la promotion de toutes les jeunes de notre commune et du Mali. Nos objectifs, inciter la jeunesse à travers des activités sportives, éducatifs, culturels, afin de susciter des initiatives permettant aux jeunes de faire valoir leur capacité à relever les défis du changement malgré les difficultés qu'ils traversent. Donc, comme vu l'importance du débat, je ne vais pas trop m'aventurer dans nos objectifs. Donc, j'ai une question adressée à M. Fomba. Donc, que faut-il faire vraiment pour que ces résolutions soient appliquées? Merci. Merci, M. Konaté. AGIED, vous pouvez vous applaudir. Hein? Voilà, merci beaucoup. Alors, M. Fomba, que faut-il faire pour que ces résolutions puissent être mises en œuvre? Vous savez, l'application de ces résolutions, comme ceux qui ont participé au dialogue ont voulu, ils ont voulu que ça soit soumis à l'approbation du président de la République. Donc, s'il veut, il l'applique. S'il ne veut pas, tant mieux. Et ce que nous, on avait demandé, c'est de faire en sorte que les résolutions qui viennent demander, que ça soit contraignant, qu'on oblige le président à le faire.
Mais aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de l'obliger à faire ces résolutions. Et il a même dit qu'il fera de son possible. Donc, dire que nous, on ne va même pas s'apaisantir sur le fait qu'il applique ces résolutions. Nous, on a autre chose à proposer aux Maliens qui n'est pas seulement la révision constitutionnelle et partir aux élections législatives dans ces conditions pareilles. Merci, Dr Fomba. Vous voulez réagir rapidement parce que nous allions continuer de prendre quelques interventions au niveau du public. Iboussi, alors, une deuxième intervention. Oui, on va prendre Kanyasi. Et après, on va continuer avec l'association AGED, ok? Oui. Alors, Kanyasi va, je crois, faire une contribution ou bien poser une question, je ne sais pas. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle que Kanyasi est journaliste présentateur à Renouveau TV. Merci. D'accord. Bonsoir à tous. Merci à l'Africable pour l'accueil. Moi, au fait, j'apprécie ceux qui ont participé à ce dialogue. Je comprends aussi ceux qui ont refusé. Moi, au fait, je pense que le problème du Mali, est-ce que c'était ce dialogue-là? Je me pose sincèrement la question. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Le problème de ce pays, tout le monde, c'est-à-dire, on le connaît. Le problème de ce pays, c'est l'échec patent de l'élite malienne. Et ça, depuis 1991 à nos jours. Et pour être un peu plus précis, la classe politique. Et nous sommes tous comptables de cette situation, étant donné que le peuple reste l'alpha et l'oméga d'une bonne démocratie. Et après ça, j'ai une question pour ceux qui ont participé à ce dialogue. Ma question est la suivante. Quelles sont les garanties ou les moyens aujourd'hui dont vous disposez au cas où le gouvernement ne parvient pas à appliquer une de ces résolutions? Merci. Merci. Alors, M. Diallo, vous avez déjà la parole pour répondre à cette question posée par notre confrère M. Kanyasi, que nous saluons et que nous remercions d'être venu assister, participer à ces débats. Merci à vous, M. Kanyasi. Merci effectivement à tous ceux qui ont bien voulu assister à cela. Je crois qu'il y a beaucoup de cadres du Bureau national de la jeunesse, de l'ADP également, qui ont fait le déplacement et qui sont aujourd'hui ici. Ce que j'aimerais dire, c'est que franchement, c'est pour ça que des fois, nous essayons de tracer une voie d'opposition différente de celle qui se veut un peu trop radicale. Vous savez, je vais vous le dire, aujourd'hui, on ne veut rien faire, on ne veut rien faire, on ne veut rien faire. D'accord. Mais alors, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Parce que j'ai l'impression que des fois, certains veulent aller à une solution qu'ils n'ont pas le courage politique d'exprimer clairement dans le discours. Et ça, cette solution qu'ils veulent exprimer dans le discours, c'est le chaos. C'est le chaos. C'est clair et c'est net. Or, aujourd'hui, il faut savoir raison garder. Et c'est pour cette raison que nous n'avons jamais varié dans la position que nous avons concernant l'avenir de ce pays-là. Nous n'avons pas voulu aller dans une quelconque sorte de compromission. Nous avons toujours demandé le dialogue comme condition à quoi que ce soit d'autre. Et aujourd'hui, nous avons eu cette opportunité de dialogue et malgré tout, on vient en quelque sorte gifler l'ensemble des Maliens en leur disant oui, de toute façon, vous là, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait, on sait déjà tout ce que vous avez dit, vous n'avez rien dit de nouveau. Ben, qu'est-ce qu'on nous propose de mieux? Qu'est-ce qu'on nous propose de mieux, sincèrement? Maintenant, pour revenir à l'intervention de M. Kanyasi, je crois effectivement que ça a toujours été un sujet de très grande inquiétude. Pour nous-mêmes, l'une des conditions, sur les 10 conditions que nous avions, les 10 observations que nous avions par rapport au terme de référence, l'une d'entre elles qui n'a pas été prise en compte dans le terme de référence, c'était justement le caractère contraignant de l'ensemble des recommandations et des résolutions qui sortiraient du dialogue. Maintenant, quelle est la réalité de la situation actuelle? Aujourd'hui, c'est clair et c'est net. Ce dialogue-là, c'est la dernière chance. Ce dialogue-là,
personne ne doit se leurrer en pensant que ça va simplement être quelque chose dans lequel les gens vont dire beaucoup de choses, on prend et on met dans le tiroir. Le premier groupe de personnes qui vont être vigoureusement opposées à la gouvernance actuelle, si jamais les résolutions ne sont pas mises en place, c'est les participants à ce dialogue-là. C'est l'ensemble de ces participants. Et tout le monde en est conscient. Le deuxième aspect qui nous réconforte et qui nous laisse croire que ces choses-là seront mises en œuvre, c'est que le président de la République, il a fini par reconnaître qu'il mettra en œuvre les résolutions et les recommandations qui sont issues de ce dialogue. La troisième chose qui est un autre instrument qui nous permet de faire un minimum de concessions pour que le pays puisse sortir de cette crise-là, c'est la garantie de la mise en place d'un comité chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations-là. C'est un comité de suivi et d'évaluation qui sera composé de personnalités venant d'horizons très divers et qui seront là pour continuer à demander à ce que, dans tel aspect, le chronogramme indiquait telle période, pourquoi ce n'est pas fait, qu'est-ce qui n'avance pas, aidez-nous, Monsieur le Président, voilà, c'est cet engagement qui a été pris, voilà encore un des aspects. Et le troisième, c'est quand même la veille populaire et citoyenne que les gens vont engager. Vous pouvez être sûr et certain que l'ensemble des participants vont s'organiser au-delà même du comité de suivi et d'évaluation pour faire avancer les choses. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais que chacun comprenne, c'est que le dialogue a permis de donner un nouveau souffle à notre pays qui était complètement grippé. Ce dialogue-là a permis de décrisper d'une certaine manière le climat extrêmement tendu qu'il y avait à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, il appartient aussi au président de la République de prendre conscience de cette opportunité, de ce nouveau souffle qu'il y a et qui a été donné au pays pour tout de suite, d'entrée de jeu, mettre en œuvre un certain nombre de ces résolutions, donner des signaux qui continueront à rassurer les Maliens, notamment en s'assurant que ce comité de suivi se mette en place rapidement, en s'assurant que l'impulsion institutionnelle nécessaire et ce que ça demande derrière soit rapidement mise en œuvre pour que véritablement les gens sentent qu'il y a eu du changement à la suite de ce dialogue. Mais quand vous parlez de décrispation, M. Diallo, cette décrispation, c'est où? À Bamako? Ou bien au centre? Ou partout au Mali? Non, vous savez... Êtes-vous sûr que le commerçant qui est au centre, qui a peur de sortir pour aller vendre, êtes-vous sûr que le pêcheur qui ne peut plus prendre sa pirogue pour aller pêcher, alors s'il reconnaît dans ce que vous êtes en train de dire là? Mais vous savez, je vais vous le dire, celui-là qui est au centre et qui tous les jours est en train de souffrir le martyre à cause de la situation que nous connaissons, vous croyez qu'il est heureux de voir qu'à Bamako, au lieu de chercher à trouver des solutions, les gens sont en train de se déchirer les chemises simplement pour montrer que l'un a raison sur l'autre? Il n'est pas content de cela. Je dirais certainement que non. Voilà. Mais quand vous lui demanderez de monter une veille citoyenne, non, mais vous savez, comment le fera-t-il? Mais cette veille-là, c'est l'ensemble des citoyens qui le peuvent à leur niveau. Aujourd'hui, tout le monde a un devoir patriotique de faire en sorte que ce qui est ressorti de ce dialogue-là ne reste pas caché dans les tiroirs. Tout le monde doit veiller, que l'on soit dans le gouvernement, que l'on soit au comité de suivi, que l'on soit hors de tout ce système-là, dans l'opposition. Tout le monde peut veiller et doit veiller justement pour que ce qui est ressorti comme étant un nouveau souffle pour notre pays permette dans la durée d'obtenir des résultats, aussi timides soient-ils, mais des résultats qui nous permettent, avec le temps, d'obtenir de grandes réussites qui sortiront le pays de cette crise. Merci à M. Diallo. M. Doumbia, il y a quand même une résolution dite forte, c'est la relecture de l'accord, et beaucoup de participants au dialogue sont partis justement avec cette proposition. Et comme moi, vous l'avez dit, alors finalement, nous l'avons eu, mais concrètement, comment va-t-elle se passer cette relecture de l'accord, un accord qui n'est pas signé avec le peuple malien? Ok, de toute façon, il faudrait que M. dise ça pour l'histoire, que je rétablisse certains faits. Allons-y. Mon prof de communication m'a dit que pour que le discours soit crédible, il faut que l'émetteur soit cohérent. Vous savez, quand vous écoutez M. Fomba, l'alpha et l'oméga de son intervention, c'est de dire: nous ne faisons pas confiance au président de la République. C'est un président qui ne tient jamais ses promesses. Mais M. Fomba disait exactement la même chose de 2014 jusqu'en 2018.
Mais son regroupement, malgré tout cela, a appelé à voter pour le président de la République, ce président dont il ne fait pas confiance aujourd'hui. Il faudrait que nos téléspectateurs le sachent. Si le président Ibrahim Boubacar Keïta, comme il le présente, est en train de détruire le Mali, lui, avec son regroupement, y ont véritablement contribué. Monsieur Fomba demande des clarifications. Il faut que lui, il soit clair. Il ne faut pas qu'il embrouille nos compatriotes. De 2013 à 2018, monsieur Fomba a fait le centre avec le PACP. Ensuite, il a fait l'opposition, la majorité, l'opposition, la majorité. Comment voulez-vous... S'il vous plaît, vous aurez la parole, docteur Fomba. Comment voulez-vous la clarification dans ce cas-là? Donc, il faudrait que les uns et les autres soient assez cohérents et assez constants pour que nos peuples et que la confiance puisse être restaurée entre les acteurs politiques et le peuple. Pour revenir à ta question... Mais cette constance dont vous parlez, M. Doumbia, oui, n'est tellement pas l'apanage de notre classe politique. Ce n'est pas l'apanage, c'est justement ce qui doit être condamné. C'est ça. C'est ce qui doit être condamné, que le peuple le sache et qu'on se corrige. Si on ne le dit pas, on ne peut pas se corriger. Si le peuple ne sait pas que le président Fomba et son regroupement ont appelé à voter Ibeka en 2018, comment voulez-vous qu'il puisse se corriger? Maintenant, revenons à la relecture. À l'accord, il y a une opportunité historique qui est donnée au président de la République de se rattraper. On a demandé à ce qu'on revienne sur certains aspects de l'accord. Maintenant, ça va se passer avec l'esprit de l'article 65. C'est au président de la République de comprendre et de revenir sur le processus qui a fait échouer l'accord de paix issu du processus d'Alger, parce que ça n'avait pas été partagé par le Parlement, ça n'avait pas été partagé par le peuple malien avant sa signature. C'est aujourd'hui, avant de partir à la nouvelle relecture de l'accord, d'aller consulter l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci une Assemblée nationale légitime, leur demander qu'est-ce qui doit être changé dans l'accord de paix. C'est d'organiser des rencontres citoyennes pour demander aux Maliens, nous allons partir en votre nom, renégocier encore l'accord, qu'est-ce que vous voulez que ça change? En ce moment, on aurait donné la légitimité populaire à ce qu'eux, ils vont aller véritablement faire sur le terrain. Ce travail doit être fait. Il faut que le gouvernement comprenne qu'aujourd'hui, il y a une opportunité historique de se rattraper. L'accord pour la paix a été critiqué, le processus a été critiqué, l'opportunité nous est donnée de revenir. Donc il ne faut pas que l'on fasse les mêmes erreurs. Que ce soit l'ADP Maliba, que ce soit le PACP, la presque totalité de ceux qui ont participé au dialogue ont demandé à ce que l'aspect qui fait la différence entre les Maliens du Nord, du Sud, soit enlevé. Il faudrait que le gouvernement le comprenne. L'armée reconstituée dont il parle, cette armée reconstituée, le terme peut être modifié dans l'accord de paix. La reconstitution, ça ne veut pas dire seulement qu'on met les gens du Nord et du Sud. La reconstitution, ça peut être aussi une armée sous une nouvelle forme. Une armée plus professionnelle, elle est reconstituée, elle est plus professionnelle. Donc aujourd'hui, l'accord dont il se base peut être caduc parce qu'on peut procéder aujourd'hui à la relecture de l'accord bien avant de partir à la reconstitution avec cette armée reconstituée, parce que c'est l'une des clauses de l'accord pour la paix issue du processus d'Alger. Merci. Donc moi je trouve que c'est important que les uns et les autres disent les vérités et que le gouvernement soit assez intelligent et qu'il soit assez pragmatique pour qu'on ne puisse pas tomber dans les mêmes erreurs par le passé. Merci beaucoup, M. Doumbia. M. Diallo, il n'y a pas que la relecture de l'accord, on parle aussi de la révision de la charte des partis politiques. Qu'est-ce que nous reprochons au juste à nos partis politiques? Merci beaucoup, M. Dissa. Avant de répondre à cette question, M. Kagnafi a posé une question extrêmement importante. Mais avant de répondre aussi à cette question, il y a une image qui me vient à l'esprit. En fait, nous sommes au chevet de notre patient, le Mali, qui est malade, qui est gravement malade, qui doit être traité. Et selon notre architecture institutionnelle, il y a un médecin traitant qui est le président de la République, qui est chargé de le soigner. Mais le malade est atteint, il est vraiment en phase critique et en phase terminale. Et pour diverses raisons, l'opportunité est donnée d'appeler d'autres médecins à son chevet, de venir voir, parce que le malade est en phase critique. Il faut sortir de cette idéologie mortifère, de ce pessimisme ambiant, où on n'a pas d'espoir dans notre pays. Des fois, quand on écoute la classe politique, quand on écoute les acteurs, c'est comme si le Mali est condamné, alors que le Mali n'est pas condamné. Il y a tellement d'espoir. L'opportunité est donnée à tout le monde de donner ce diagnostic et d'avoir plusieurs opinions.
Si vous, il a dit on ne fait pas confiance au président. Donc cela voudrait dire quoi? D'attendre 2023? Si on doit attendre 2023, c'est que le Mali est. Qui a la garantie que 2023 trouvera qu'on a encore notre pays en main? Nous avons perdu le contrôle du pays. À un moment donné, le dialogue là nous a permis de reprendre le contrôle. Pourquoi? Parce que l'avenir du Mali, le destin du Mali était discuté par d'autres. Donc c'était extrêmement important pour nous de donner plus de vigueur. Ce dialogue là va donner plus de vigueur à nos autorités politiques, militaires, d'aller de l'avant. C'est là extrêmement important. Il a dit quelle est la garantie? Diallo l'a dit, Amidou l'a rappelé. C'est une fenêtre extrêmement réduite qui est là. C'est l'une des rares occasions. Si on échoue cette fois-ci, moi je ne sais pas quoi d'autre on a. Si ce n'est le chaos, c'est là extrêmement important. Parce que il ne nous reste plus que 15 minutes. Je vois. C'est là. Si on peut revenir rapidement à cette question pour que vous ayez tous encore un dernier tour. Tout à fait. Voilà. Donc, ma question était de savoir par rapport à la révision de la charte des partis politiques, qu'est-ce que, au niveau du dialogue, on a reproché à nos partis politiques? Beaucoup a été reproché à nos partis politiques. Déjà, on a parlé de ce qu'Amidou disait tantôt. La question, l'enseignant du nomadisme politique, on donne le mandat à un parti politique et puis après il se retrouve de l'autre côté. Et on a fait le procès des partis politiques. On a aussi parlé du financement des partis politiques qui ramassent un gros pactole et qui doivent peut-être sensibiliser, éduquer leurs militants, qu'ils ne le font pas. On a aussi parlé de ces partis politiques-là qui n'ont pas de siège, qui n'ont rien à proposer, qui ne participent à aucune élection, qui n'ont pas d'élu. Donc il a été demandé, après 1 ou 2 élections, si un parti n'arrive pas à avoir un élu, qu'on puisse le désactiver au niveau de l'administration territoriale, qu'on puisse le suspendre. Il y a beaucoup qui a été fait dans ce sens, mais tu demandes la question de la charte politique. Le dialogue l'a demandé, mais il y a un canal qui est déjà ouvert entre le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent changer à ce niveau-là. Mais déjà, il y a une chose importante est venue, c'est la moralisation des partis politiques. Et je pense que ça, c'est une résolution forte. La question du nomadisme va être traitée. Ce sont des questions qu'on peut résoudre rapidement, sans forcément peut-être changer la constitution. Ou est-ce que finalement le statut de l'opposition a été clarifié? Le statut de l'opposition a non seulement été clarifié, mais renforcé, parce qu'il y a un chef de file de l'opposition, il y en a qui le décrit. Mais il y en a qui l'ont tellement renforcé qu'il y a d'autres qui ont proposé qu'il y ait un statut même pour la majorité, pour qu'il y ait cette parité et qu'on sorte de ce duel entre le chef de l'opposition et le président de la République et le président de tout le monde. Le chef de file de l'opposition sous la forme actuelle, ça passe chez tout le monde? Bon, cette question est bizarre comme on dit, parce que l'opposition est plurielle, tout comme la majorité est plurielle. Il y en a certains qui pensent qu'on ne peut pas homogénéiser l'opposition et donner peut-être au chef de file de l'opposition autant de pouvoir. Moi, je pense que par rapport à la question de la charte des partis politiques, c'était important. On n'est pas allé pour régler tous les problèmes du Mali à ce dialogue-là. C'était pour se parler, parce qu'on ne se parlait plus. C'était important. Maintenant, avec tous les acteurs réunis, la question des législatives, qui est le court terme, va nous permettre, administration territoriale, partis politiques, ensemble des regroupements politiques, de mettre toutes ces questions-là auxquelles on peut apporter des réponses sans forcément aller à la révision constitutionnelle. C'est là extrêmement important. Donc, c'est des questions qu'on peut résoudre rapidement tout de suite. Merci. Et le chronogramme est bien donné. Ce sont des questions qu'on doit traiter courant 2020. Il y a un plan d'action qui est déterminé où presque toutes ces actions-là doivent être faites concomitamment ensemble. Pas l'une après l'autre, mais il y a beaucoup d'actions qu'on peut mener de concert ensemble. Merci beaucoup. Et ce qui est important, pour que ça marche, les gens posent la question, la garantie. Mais ce n'est pas que le président de la République. Nous sommes presque 20 millions de Maliens et la responsabilité n'incombe pas à lui seul. Chacun, même à travers la simple bonne volonté, le simple espoir, tout ça là peut être des atouts pour nous. Si chacun y met du sien, si chacun a de bonne volonté, si chacun oublie un peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'intérêt partisan du moment et de se consacrer au Mali pour cette période-là. C'est là extrêmement important. Merci beaucoup, M. Diallo. Dr Fomba, alors on reproche alors à ceux qui ne sont pas allés au dialogue alors le fait de briser en quelque sorte les rêves. Alors, qu'avez-vous comme rêve pour le peuple du Mali? D'accord. Avant d'arriver à mon rêve... 3 minutes. Oui. Je préfère dire à mon collègue Amidou que le parti ADPM est noble dans tout ce qu'il fait. Nous ne sommes pas comme le parti Élément qui a laissé Cheikh Modibo Diarra aujourd'hui, qui n'a pas participé au dialogue. Normalement, vous devez le rejoindre. Nous avons rejoint la majorité à cause de Sidibé, à cause de Mamadou Oumar Sidibé, qui était le candidat. Mais nous avons posé des conditions, et ces conditions n'ayant pas été satisfaites, on s'est retiré tout bonnement. Et en 2013, il faut reconnaître que
c'est parce qu'on était en bonne relation avec le parti élément de ton président Moussa Mara, qui est un ami à moi, qui a même assisté au décès de ma maman. On était des vrais amis. C'est à cause de lui, exactement, on va lui demander qu'en 2014, on était dans la majorité ensemble. Et parce que tout ce que nous faisons en matière politique, il y a des compromissions. Mais nous l'assumons en te disant que le parti ADPM est dans un combat de système. Le système de prédation qui existe au Mali, nous, on est contre le système installé en 92 par le parti ADEMA, on veut combattre cela. Maintenant, par rapport à Kaou, l'opposition vous donne l'espoir. Vous avez l'espoir avec l'opposition. On a les moyens. Le peuple malien ne peut pas désespérer. C'est ceux-là qui pensent que la France est la solution et la France est le problème. C'est ceux-là qui sont en train de désespérer le peuple malien. Nous avons dit on a les moyens, on a les richesses, on a tout. Et nous avons même dit pourquoi, sachant bien que tout ce problème-là, il n'y a pas de terrorisme. C'est à cause de nos ressources minières. Si c'est le cas, pourquoi ne pas faire en sorte que la population malienne ne soit pas tuée en longueur de journée à cause de sa richesse? Alors il faut mettre sa richesse pour l'empêcher de mourir. Nous avons la solution. Maintenant, l'opposition, c'est très clair. Ce n'est pas que nous ne sommes pas d'accord. Que vous voulez ou pas, c'est aussi démocratique de demander à un président de la République de démissionner. On ne va pas demander une insurrection populaire, on ne va pas demander un coup d'État, mais démocratiquement, quand tu es élu et que tu as été incapable de répondre aux aspirations et aux défis, tu dois démissionner. C'est ce qu'on a demandé. Et ce n'est pas le chaos. Le chaos, c'est penser qu'il n'y a pas d'autres Maliens que ceux-là qui gèrent. Non, le Mali a existé avant eux, le Mali existera après. Mais j'ajouterais que ce dialogue-là entre nous, ça a traité quoi de la jeunesse? Nous, jeunesse qui sont sur la table, qui sont appelés à gérer ce pays-là. À quoi ça a servi? Certains parlent de quotas de jeunes. C'est une humiliation de parler de quotas. Les jeunes aujourd'hui doivent être à mesure de se mettre ensemble pour prendre le pouvoir. Mais donner un quota à la jeunesse, c'est une insulte à la jeunesse. Merci. Et l'opposition ne partage pas cet avis. Merci, docteur. Merci, docteur Fomba. D'accord. Monsieur Diallo, alors, monsieur Doumbia, monsieur Diallo, alors nous acheminons quasiment vers la fin de cette émission. Il ne nous reste plus que 10 minutes. Alors, je donne 2 minutes à chacun comme dernier mot et pour faire vos vœux au peuple du Mali. 2 minutes. Merci beaucoup. Moi, je crois que mon frère Fomba, vraiment, c'est-à-dire qu'il est très passionné, quoi. Il est très passionné, c'est bien, mais comme il le sait, en politique, ce n'est pas la passion qui va réussir à obtenir des résultats. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec une quelconque question de quota pour les jeunes ou quoi que ce soit. Vous savez, moi je crois qu'aujourd'hui, le constat est très clair. Si le président Fomba avait eu l'opportunité de progresser dans ce qu'on appelle les grands partis politiques, il n'aurait pas créé de parti politique. Il serait dans un de ces partis-là et il aurait eu la chance de gravir les échelons comme il le faut. Aujourd'hui, le vrai problème de la jeunesse, c'est que les jeunes sont toujours marginalisés, utilisés et exploités. Et ceux d'entre les jeunes qui demandent à ce que les jeunes se donnent la main sont les premiers qui profitent de leur position de leader pour tirer un bénéfice personnel et abandonner ensuite ceux qui les ont aidés à monter au pouvoir. Donc aujourd'hui, ce que nous avons demandé et qui est très clair et qui n'a pas une limite partisane, c'est qu'on fasse en sorte de promouvoir par la loi les jeunes dans les emplois électifs, faire en sorte d'enclencher la transition générationnelle par la force. Parce que cette force-là, c'est celle de la loi. Si on laisse les choses se faire, vous le savez, vous et moi, que les jeunes aujourd'hui n'ont pas les moyens de faire la politique telle que la politique nous est imposée au Mali. La politique de l'achat des consciences, la politique du misérabilisme, la politique qui fait en sorte que les jeunes ne se battent plus par conviction, mais simplement parce que j'ai un ami là-bas qui peut m'aider à obtenir telle chose ici, donc je suis ce parti-là. La politique dans laquelle on a oublié l'idéologie et dans laquelle on ne compte uniquement que sur les relations personnelles pour pouvoir obtenir quelque chose dans le pays. Merci. Nous, on veut réussir à assurer cette transition générationnelle. Merci. Les 2 minutes sont vraiment finies. Hein. Nous allons vraiment dépasser. D'accord. Donc, voilà, tous mes voeux à nos compatriotes, tous mes voeux aux Maliens, et qu'ils sachent qu'aujourd'hui, effectivement, ce dialogue a servi à quelque chose. La balle est définitivement dans le camp du président de la République qui, je crois,
en a pris conscience et nous attendons de voir les premiers résultats le plus rapidement possible. S'il n'y a pas de résultats, l'ADP Maliba a toujours été cohérente dans sa vision, elle a toujours été cohérente dans ses positions et nous serons les premiers à dénoncer ce qui ne sera pas fait. Merci beaucoup, M. Diallo. M. Doumbia, 2 minutes. Moi, je m'adresserai particulièrement au président de la République. Le plus âgé, l'élève de la famille sans en être le plus âgé. C'est le chef de famille du Mali aujourd'hui. Les Maliens se sont parlé dans les communes, dans les cercles, à l'extérieur, au niveau national. Nous avons parlé du Mali. Nous avons fait des recommandations. Nous lui demandons clairement d'appliquer ces recommandations. Il est face à l'histoire. Le Mali le jugera demain. Il a l'opportunité de sortir par la grande porte et d'appliquer ses recommandations, ou de sortir par la petite porte, de mettre ses recommandations dans la poubelle. L'opportunité est donnée au président de la République et à son gouvernement de se ressaisir, de rebâtir le Mali, d'aller avec un point de départ pour que les Maliens puissent retrouver l'espoir. L'espoir qui est perdu depuis belle lurette. Cette opportunité lui est donnée. Il faudrait que pour une fois, ils nous mettent dans des conditions adéquates, qu'on puisse regarder les autres droit dans les yeux. Aujourd'hui, mes vœux, c'est que Dieu guide nos pas et fasse en sorte que les Maliens aiment en toute sincérité le Mali. C'est ce que je souhaite pour le Mali. Merci beaucoup, M. Doumbia. M. Abdraman Diallo, 2 minutes. Merci beaucoup, Amidou. Apparemment, tu as lu dans mes pensées. Ça va me donner l'occasion de m'adresser aussi à ceux-là aussi qui m'ont marqué pendant ce dialogue. J'aimerais m'adresser à nos frères de la FEMA, à nos camarades de la FEMA. Leur présence à ce dialogue-là a été vraiment applaudie. Ça a été l'occasion pour nous de redécouvrir, permettez-moi l'expression, de redécouvrir des brebis qui s'étaient égarés. Ils sont venus dans la représentation nationale, nous avons parlé de nos problèmes. On a vu que ces problèmes n'étaient même pas aussi différents que ça. C'est le même problème sur l'échelle du Mali. À nos frères de la FEMA. Et malheureusement, les faits sont têtus. C'est par vous que le diable est rentré dans la bergerie. Aujourd'hui, vous avez parlé avec les Maliens, on s'est compris, on s'est vu, on s'est retrouvés. Ne permettez plus jamais que l'on se perde de vue. Ce pays-là est notre pays à tous. Ce peuple-là est mélangé. Les mêmes familles de l'autre côté, au-delà des différentes régions. Le Mali, c'est une nation. Ce n'est pas un pays, c'est une nation. Faisons tous ensemble de préserver cet acquis-là. Le Mali est un bien commun. C'est un legs que nous ont donné et ceux qui nous ont dévancés. À nous de le préserver avant de le transmettre aux générations futures. Vraiment, je lance un appel très fort à eux. Peut-être qu'on ne va pas s'entendre sur tout. Et il arrivera des moments très durs. Moi, je suis très optimiste, mais je sais qu'il y aura des moments difficiles. Mais à chaque fois que ce sera difficile, qu'on puisse se parler entre Maliens pour trouver la solution. Il est urgent aujourd'hui que nous reprenions le contrôle de notre pays, parce que nous n'avons pas le contrôle de notre destin aujourd'hui. C'est dans la main d'autres. Donc je lance vraiment cet appel très fort à mes très chers frères de la FEMA. Nous sommes tous Maliens, restons Maliens. Mes vœux pour le peuple malien, d'abord mes vœux pour Fomba spécifiquement, gardons l'espoir pour notre pays. Tout n'est pas si noir que ça. Moi, je suis optimiste. Je vais vous dire, les problèmes actuels du Mali doivent être résolus par les Maliens. Nous ne devons pas attendre demain. C'est aujourd'hui qu'il faut les résoudre. Et je nous engage tous de nous donner la main pour sauver le patient Mali. Merci. Demain, on aura le temps de faire de la politique. Merci beaucoup, M. Diallo. Dr Fomba. Bon, moi, oui, d'abord, je m'adresse à ceux qui ont participé au dialogue national, qu'ils se disent que l'histoire les jugera aussi des faits. Ce n'est pas seulement le président de la République. Vous avez participé, vous allez vous assumer des conséquences. Et je souhaiterais que ce soit de bonnes conséquences. Ensuite, je demanderai au président de la République que sa dernière chance, c'est l'application des résolutions de ce dialogue, mais pas la révision constitutionnelle. Oui, je sais. Il faut applaudir. C'est sa dernière chance. S'il ne l'applique pas, mais il va s'attendre à autre chose. Mais ces résolutions que vous l'avez dit, je reviens, mais pas la révision constitutionnelle. Je le dis. Appliquez les normes pour les pauvres du Mali, les normes pour l'école publique du Mali. Je reviens dire au président de la République qu'il pense un peu à ces fils de pauvres qui sont dans les écoles publiques.
qui ne parviennent pas à travailler. Ces enseignants qui sont victimes de l'article 39, qui doit les permettre de mettre dans leurs droits, qui les mettent dans leurs droits. Ces femmes qui sont dans les petits marchés, qui sont victimes des violations foncières, qui pensent aussi à ça. Et je termine en m'adressant à toute l'opposition, les féliciter de leur courage et de leur constance par rapport à leur patriotisme pour le Mali. Leur non, le fait de ne pas participer à ce dialogue a été apprécié de tous, jusqu'à ce que le président de la République n'a pas pu oublier. Chaque fois, il clash. Ça veut dire qu'on était important. Et restons pour le Mali, engagés pour le Mali. Personne ne fera le Mali à notre place. En tout cas, le Mali restera pour les Maliens. Nous avons confiance, Kao. J'ai l'espoir, mais pas l'espoir dans la démagogie, pas l'espoir dans l'hypocrisie, pas l'espoir dans le clanisme, pas l'espoir dans l'alliance hégémonique autour d'un président qui décide à qui doit manger et qui ne doit pas manger. Je remercie Africa. Merci beaucoup. Merci, docteur Fomba. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission politique, le débat, le dialogue et après avec le docteur Aboubakar Siddiq Fomba, président de l'ADPM, Alliance démocratique du peuple malien, monsieur Cheikh Omar Diallo, président du mouvement des jeunes du parti ADP Maliba, Alliance démocratique pour la paix, monsieur Amidou Doumbia, secrétaire à la communication adjoint du parti Yelema, et monsieur Abdraman Diallo, secrétaire à la communication du PACP, Parti pour l'action civique et patriotique. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous étions aussi en compagnie de l'association des jeunes pour l'espoir de demain, AGIED. Vous pouvez vous applaudir. Merci à vous, merci au président Bourama Konaté. Vous qui nous suivez, mesdames, messieurs, merci pour votre constante fidélité. C'est le dernier dimanche de l'année. Impossible pour moi de vous quitter sans vous adresser mes voeux de santé, mes voeux de prospérité, mais surtout mes voeux de paix. De paix entre tous les fils du Mali. Et rien ne vaut la paix. Nous ne pouvons que vous inviter à la paix. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, au revoir et à très bientôt. Merci.